Bonjour Fanny, encore une fois, je te le redis, je te l'ai dit en off, mais pour moi, c'est hyper important de le redire ici à mes auditeurs. Je suis très, très honorée de t'avoir dans mon podcast potentiel, donc un grand merci à toi. Merci. Honneur pour moi parce que je sais que tu fais du travail sérieux et que, ouais, tu bosses tes sujets donc c'est vraiment hyper agréable, de te voir, quand je te vois passer, sur l'un ou l'autre de mes fils et j'ai honoré aussi d'être avec toi. Merci beaucoup. Alors, je te lis depuis longtemps, j'espère que tous mes auditeurs te connaissent via tes livres ou tes réseaux sociaux, sinon je mettrai tout ça en barre d'infos et j'ai pour habitude de présenter effectivement, les intervenants que j'invite. Je vais commencer par présenter ta biographie qu'on trouve dans tous tes livres, donc notamment celui-ci, mais bon, il y en a d'autres, je vais les montrer après. Docteur en psychologie et chercheur associé en psychologie et en neurosciences à l'université de Lyon. Tu as fondé et tu diriges le centre Psyrène, psychologie, recherche et neurosciences, et tu es spécialisé dans l'évaluation, le diagnostic, le développement potentiel, mais notamment dans ce qui est du domaine de l'intelligence, de la performance, de l'excellence. Ce sont des sujets thématiques et forts pour toi. J'ai vu que tu avais eu le prix en 2008, ça remonte 2008, mais quand même, le prix de Peter Berner. Et je pense que tu es passionné vraiment donc tout ce qui est neurosciences, mais de comment on peut se développer et comment on développe notre potentiel. Et tu as même un regard, je trouve. Et alors, c'est ça qui est, je trouve, très intéressant. C'est que tu vois, quand on te voit physiquement, alors je sais pas si tu en joues, tu pourras nous dire, mais je veux dire, physiquement, tu es toute douce, tu as une voix très calme, toute douce, mais ça fait un peu une main de fer dans un gant de velours quand on t'écoute, parce que tu mâches pas tes mots, tu vas droit au but, et justement, on sent dans tes livres que tu en as marre parfois qu'on prenne beaucoup trop de douceur pour dire les choses. On peut le dire avec beaucoup de douceur, bien sûr, et des fois, tu es piquante, mais je me dis: «Ah, je sens que c'est fait exprès à un moment donné», tu vois? Pour un petit peu remuer, pour dire: «Mais en fait, c'est aussi parce que je te remue qu'à un moment donné, tu vas aller chercher au-delà». Et il y a un truc que j'aime bien, c'est que tes idées, elles peuvent être décriées, c'est vrai, on est d'accord, pas d'accord, et c'est ça qui est, je trouve, très intéressant, surtout dans le monde actuel avec les réseaux sociaux, où l'algorithme, nous brosse dans le sens du poil, où en fait, malheureusement, il y a une pauvreté, je trouve, de l'intelligence, parce qu'en fait, on croit toujours avoir raison vu que l'algorithme nous montre toujours des choses qui nous font plaisir. Donc en fait, on glorifie notre ego de dire: «Oh bah oui, j'ai forcément raison vu que tout le monde a le même avis que moi», alors que pas du tout, pas absolument pas. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, toi, tu viens péter le game, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai lu un de tes livres, je me suis dit, d'une part, OK, ça m'apporte des choses très nouvelles, mais en plus, je me rends compte que je ne savais rien. Et j'adore ça. Pour ça, j'adore tes livres et j'ai envie de te dire un grand merci d'oser là où personne justement n'ose et que tout le monde va aller toujours dans la même voie. Ben, toi, dis non, non, mais arrêtez. Peut-être qu'il y a une autre manière de voir les choses. Et juste ça, tu ouvres en fait une perspective. On la prend ou on la prend pas. Mais le fait même de se dire il y a une autre perspective, mais juste merci pour ça. Waouh! Vraiment alors, quel portrait? Qu'est-ce que je peux dire à ça? Enfin, il y a quelques éléments, sur lesquels tu m'as demandé réponse, notamment si je jouais, enfin, je surjouais un petit Mmh. peu ma douceur Ouais, et c'est une question qui est hyper intéressante, et puis la provocation aussi, ouais, dans les 2 carrément. je surjoue les 2. Donc je vais te répondre, mais d'abord vraiment merci. Sans penser j'ai horreur quand on est là tout le temps, quand on voit à la télé ou dans des interviews des gens qui s'autocongratulent: «Mais non, c'est toi, tu as vraiment merveilleux et tout». Mais il faut le dire quand même, j'ai adoré ton portrait, évidemment il est à mon honneur, donc je ne pouvais pas ne pas l'adorer, mais il est vraiment particulier, j'ai rarement entendu, un retour de ce type, donc vraiment merci, c'est top. Pour te répondre donc sur ces 2 points-là, c'est en fait, c'est bizarre parce que, j'essaye, le plus possible, c'est marrant de dire essayer quand on parle d'authenticité, j'essaye d'être le vraiment, la plus authentique possible ou le plus authentique possible plutôt. En ça, on on peut dire que ma douceur est naturelle, Mmh. hem et on me le dit depuis toujours qu'il émane de moi cette douceur et en fait, ça m'étonne, vraiment tout le temps parce que moi, je me sens quelqu'un d'assez, au fond, d'assez violent, d'assez, plutôt brute de décoffrage et cetera et donc ça me je suis toujours étonnée de cet aspect, gant de velours, que comme tu dis, mais on me le dit toujours, donc c'est moi et j'essaye, de ne pas être autrement, justement. Mmh. C'est ça mon travail d'authenticité, c'est de pas essayer, alors que moi je me sens violente, de surjouer la violence
parce que parce que les autres me disent douce et que je me sens pas particulièrement douce. Mais même chez moi, à la maison, mon mari, mes enfants me parlent de cette douceur. Donc c'est que C'est vrai. vraiment, elle doit faire partie de moi, mais pour l'instant, je ne la reconnais pas. Donc ça, c'est pour le point douceur. Et pour le point provocation, est-ce que ça c'est marrant aussi parce que est-ce que je la surjoue cette provocation ou est-ce que je fais exprès de provoquer à certains moments? Il y a plein de moments, surtout en vieillissant où Mmh. j'ai l'habitude, je sais que certaines choses que je vais dire vont être, provocantes. Il y a plein d'autres moments aussi où pour l'instant je m'y attendais pas. En fait, je dis quelque chose puis je vois que ça soulève des tonnes et des tonnes de commentaires et d'agressions, C'est vrai, hein, c'est vrai. parfois encore, je m'y attendais pas. Mais en fait, ce que je fais, c'est que, que ce soit quand j'écris comme des posts ou quand j'écris des livres ou quand je me présente, voilà, une vidéo ou quoi que ce soit, il y a des moments où je me dis: «Enfin, il faut que je fasse quelque chose qui touche». Tu sais, comme on fait quand on veut communiquer Mmh. et on nous dit comment écrire des punchlines, comment faire en sorte que ce soit marketé pour que ça touche le plus de monde possible, puisque si ça touche personne, alors ça sert à rien, autant rester dans sa chambre et puis et en fait, j'ai une sorte de mécanisme mental tout le temps qui me dit: «Non, en fait, tu as assez de justement de violence en toi pour ne pas avoir à la surjouer. Donc Mmh. dis seulement ce que tu as à dire et en fait ta personnalité transparaîtra. En revanche, je ne me réfrène pas. Mmh. Jamais je ne me suis dit: «Non, tu diras pas ça parce que ça se dit pas, ça se fait pas», ça, moi je considère ça comme étant de l'éthique. Certains diront que je n'ai pas de respect Mmh. pour les autres. Moi, je trouve que c'est au contraire une preuve de respect et je trouve que c'est ça la vraie philosophie. La philosophie, c'est de discuter de tous les sujets en étant, ouvert, Mmh. au fait que aux arguments de l'autre, quoi. Il y a aujourd'hui, je trouve qu'on se drape dans une sorte d'indignation en disant: «Mais c'est, vous ne pouvez pas dire ça madame, vous ne pouvez pas penser ça». Comment ça je peux pas? J'ai un cerveau comme toi, en fait, j'ai des arguments, je peux les avancer. Alors, ça fait écho à ton dernier ouvrage, L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes. Alors c'était pas le sujet en soi du podcast, mais je trouve très intéressant et je fais quand même une parenthèse là-dessus. Parce que, en fait, pour comprendre ce que tu viens de nous dire, bon, il faut avoir lu ton livre, il faut suivre ton travail depuis longtemps, je pense. Surtout, je pense qu'il fait beaucoup lien avec le livre sur la performance que j'ai aussi à côté. Je les ai pris au cas où pour si ça intéressait des gens, mais je mettrai tout ça en barre d'infos. Le secret Et des qui vient de performants. sortir en poche. J'ai pas communiqué là-dessus, pardon. Mais Ah! Tu vois? en Génial! poche. Le secret des Ouais. performants en poche, génial, bah, tu vois? Pour les personnes qui s'intéressent. Mais je pense qu'effectivement, heu, on sent que dans tes valeurs phares, cette idée de performance, elle y est et notamment dans la performance d'exceller à remettre les choses en question, dans cette ouverture d'esprit et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit: «Mais mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai!» C'est-à-dire qu'on est dans une société qui nous apprend à penser d'une manière et qui nous fait croire qu'on est libre de choisir, mais c'est faux, c'est encore plus pervers parce qu'en fait, on nous dit: Mais si tu peux penser ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Mais dans un carcan qu'en fait tu ne vois pas, il est totalement invisible. Et c'est terrible parce que je comprends mieux pourquoi aujourd'hui il y a autant de phylocognitifs qui sont mal, qui sont pas bien, qui trouvent pas leur voie professionnelle, qui n'arrivent pas à être alignés avec leurs valeurs, parce qu'en fait, ils n'ont pas vu ce carcan invisible de la bien-pensance. Et quand tu dis dictature, c'est exactement ça. Soi-disant, on a des valeurs humanistes, sauf qu'en fait, on en devient intolérant de l'intolérance. Donc, au final, nous ne sommes pas tolérants. Si nous n'arrivons pas Mmh. à tolérer l'intolérance, c'est que nous ne sommes pas tolérants. Et il y a une hypocrisie terrible dans la société actuelle. On veut faire avancer les choses et c'est très bien. Sauf que comme tu dis, tout devrait être en fait discuté, débattu. Et on craint maintenant un peu le débat. C'est intéressant parce que d'une part, on a une société qui justement essayant de mettre ça en place, le débat sur les réseaux sociaux, voilà, on essaye de provoquer aussi, mais à la fois, c'est provoquer pour que l'autre en fait reste droit dans la même pensée que moi. On n'est plus maintenant dans le débat de: «Vas-y, tu as des contre-arguments, je t'écoute». Non, c'est: «Tu as des contre-arguments, mais je vais plutôt t'écraser et te montrer que tu as tort». Bah non, en fait, parce qu'on ne se on peut pas s'enrichir de ça. Donc c'est des faux débats, c'est très hypocrite et c'est dommage parce que je pense que beaucoup de phylocognitifs ne s'y retrouvent pas, parce que justement, bah, ils croient être bien, mais en fait, ils ne sont pas bien parce qu'ils ne sont pas alignés, parce qu'on ne leur permet pas de chercher ailleurs, en fait.
Donc, merci Mmh. pour ça et je tiens vraiment à souligner ça parce que je pense que si on n'a pas lu et qu'on lit pas tous tes livres, qu'on comprend pas exactement ce que tu veux nous amener, ça peut être vite, malheureusement, mal interprété à cause Mmh. à cause de ce carcan dans lequel on est. Donc moi, j'invite toutes les personnes qui justement ne comprennent pas ton discours à comprendre que c'est parce qu'elles sont trop dans la matrice. Tu vois? C'est peut-être Ouais, ça aussi. C'est-à-dire que quand on parle un autre langage, on ne le saisit pas et c'est ce que j'ai voilà, c'est ce que je disais dans la présentation, c'est ce que j'aime quand lorsque tu amènes ça, c'est-à-dire que tu plies le game à chaque fois que tu arrives avec un livre. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu pensais tout ouais. savoir? Vas-y, j'arrive. Tu vois? C'est un peu ça, quoi. Franchement, c'est tu vois, il y a 2 choses. Alors d'abord, je vais parler des réseaux sociaux une seconde, par rapport à ce que tu disais de les réseaux sociaux qui doivent être un lieu de débat et puis ensuite, rebondir sur les philo-cognitifs malheureux. Mmh, Premièrement, je pense que les réseaux sociaux, on se trompe quand on pense que c'est un lieu de débat, enfin que mmh, ce sont des lieux de débat. Parce que c'est pas fait pour ça, en fait. On croit, c'est fait pour nous faire croire au débat, mais ça exactement. ça n'est pas fait pour ça. On peut pas, en fait, quand on fait une publication, bon, moi je suis très LinkedIn, mais je m'ouvre beaucoup en ce moment à Instagram, TikTok, et cetera. Mais quand on fait une publication, quand elle est écrite sur LinkedIn, on a cette impression de pouvoir débattre ou sur Instagram ou sur TikTok et les commentaires nous donnent l'impression qu'on peut débattre. Mais évidemment qu'on peut pas débattre quand on a juste des petits commentaires possibles. En plus, ils vont dans tous les sens et qu'on se répond par petites bribes. C'est pas la pensée, elle est pas fichue comme ça. Donc en fait, je crois que les réseaux sociaux sont une grande force pour 2 choses. D'abord pour se faire connaître, pour faire connaître son travail, pour apporter matière à penser pour ce qui est des philo cognitifs et matière à montrer qui on est, en fait. Et aussi, les réseaux sociaux sont faits pour apporter une idée, on l'apporte et ensuite, pour que les gens, bah, viennent, lire, plus profondément ou se documenter ou que ça ait ouvert une idée et puis qu'ensuite on reste avec et on se dise: «Ah bah, ah je sais pas, mais ça se discute» et cetera. Mais c'est pas fait pour débattre parce qu'il y a pas c'est pas un lieu, qui est construit pour ça et souvent les gens quand ils viennent donc non seulement tu as raison, ils arrivent en commentaire et puis ils disent: «Mais madame, c'est n'importe quoi ce que vous dites, genre, t alors qu'évidemment que je on est obligé d'être caricatural quand on doit être, quand on doit être, concis, et synthétique. Donc forcément c'est une caricature. Et puis pour le deuxième point, je crois que tu as complètement raison. Les philocognitifs, ils sont malheureux de, je crois, cette dictature de l'humanisme dont je parle en effet dans mon dernier livre, ou dictature de la bien-pensance ou du puritanisme, enfin on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, il y a un bien, il est identifié et si tu sors de cette idée du bien, alors, tu n'es pas, tu n'es pas digne d'être un penseur. Et en fait, je crois qu'on souffre vraiment de ça. On a plein d'exemples, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Encore une fois, moi, je l'ai dit ailleurs, enfin, c'est pas quelqu'un que j'aime particulièrement, mais je trouve que Didier Raoult, aura été vraiment un penseur sacrifié. Encore une fois, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, c'est pas ça le sujet, mais en tout Exactement. cas, il y a pas de doute que c'est un penseur, que c'est quelqu'un de brillant, que c'est un philocognitif plus, plus, plus. Mmh. Et donc je me dis, mais qu'il se soit fait descendre de cette façon-là, c'est un très mauvais signal pour nous les philocognitifs. Parce que, aujourd'hui, si tu veux être un philocognitif, et même plus, je dirais un intellectuel, donc pour ma définition d'intellectuel, je pense qu'elle est bonne, c'est quelqu'un, un philo-cognitif qui aura fait de sa pensée son métier, et qui l'aura porté sur la place publique. Donc un intellectuel, c'est un penseur, qui s'exprime. Tu ne peux pas aujourd'hui être un intellectuel si tu sors de, cette doxa, ambiante et alors que nous les philo-cognitifs, notre, notre manière de nous épanouir, c'est justement en tirant des flèches avec notre pensée, en remettant en question les Mmh. évidences. Donc quand on nous empêche de faire ça,
et ben, on flétrit, on se meurt. Et donc cet espace de pensée, surtout, pour nous, français ou francophones, parce que je pense que c'est aussi la langue française qui fait que nous sommes des philosophes. Je trouve que nous sommes, nous, les représentants mondiaux de la philosophie. Vous voyez? Tu vois? Pardon, c'est nous la philosophie, c'est notre ADN. Et donc aujourd'hui, on fasse de la philosophie à la petite semaine qui soit reprise ensuite et bien customisée par les Américains, et cetera, Mmh. pour en faire du wokisme ou des choses comme ça, des prêts à penser, avec un bien et un mal bien identifiés. Je Mmh. trouve que ça nous tue. Et je crois que c'est en grande partie ce qui fait qu'on a, je crois, il n'y a aucune statistique qui le dise, mais de plus en plus de phylocognitifs malheureux, ouais. Ouais, j'utilise beaucoup, tu sais, le terme de nourriture intellectuelle, hein, en disant qu'effectivement, alors faudra que tu reviennes sur la définition des phylocognitifs pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui connaissent pas ton travail quand même. Mais je parle souvent de, tu vois, de nourriture intellectuelle dans le sens où, comme on parle de nourriture physique pour bien s'alimenter, être en bonne santé, le phylocognitif a besoin de se nourrir intellectuellement en quantité et en qualité. C'est évident que si tu lui donnes de la junk food comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire juste un petit peu comme ça de temps en temps, c'est très stimulant pour le cerveau, hein. En termes de dopamine, on est au top. Mais en termes de qualité nutritif, c'est évident que je pense qu'on a besoin de remettre les choses en question. Et si, et quand, et comment, et si, et si, et si. Et c'est ça qu'on aime en tant que phylocognitif, c'est de réinventer le monde. C'est un peu ce truc de quand je vois quelque chose, j'imagine toujours comment ça pourrait être. Je pense que, pour tous les termes, tu m'auras vu dire ça il y a pas longtemps, je crois. Pour tous les termes, qu'on emploie, surdoué précoce, atypique, zèbre, au potentiel, pour tous ces termes-là qu'on va employer, je pense qu'il y a, un imaginaire différent. Mm. On pense qu'on parle des mêmes personnes, parce que c'est autour du sujet de la pensée, mais si tu dis, haut potentiel intellectuel, HPI, bah, tu penses souvent à un haut QI, tu penses à quelqu'un de plutôt lambda, mais qui va être pris dans ses réflexions tout le temps, et cetera, qui va être pris dans des ruminations mentales. Si tu penses à surdoué, tu penses plutôt, même si aujourd'hui on l'emploie un peu différemment, mais quand même, tu as quand même ce truc de singe savant, tu as quand même ce truc de singe savant, même un peu autiste, il est surdoué dans un surdoué des maths, tu vas le voir vraiment dans son. Et puis c'est sur un sujet, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de général. Surdoué, tu es surdoué des maths ou surdoué de la philosophie ou surdoué de. Mais tu peux pas être surdoué de tout. Donc c'est vraiment sur une capacité particulière. Si tu penses à la précocité, ben, tu penses déjà plutôt à un enfant. Et tu vas penser à un enfant qui va sûrement faire Harvard plus tard parce il est en avance, surtout sur le plan scolaire. Si tu penses à atypique, bah là, tu penses à quelque chose de vraiment très très large avec les troubles 10, avec bah, d'abord l'autisme. Et puis, tu vas penser à quelqu'un qui a une façon de penser particulière, mais tu sais pas exactement quelle est cette particularité. Et puis, si tu penses à zèbre, tu penses plutôt à quelqu'un d'un peu fantasque, d'un peu ou fantaisiste, qui est quelqu'un qui va avoir une pensée qui est complètement différente, mais qui va aussi avoir un rapport au monde et aux autres qui va être un peu disynchronique, comme on dit chez nous, mais un peu immature parfois, avec des envolées lyriques à certains moments, et puis à d'autres moments, le calme plat. Donc tu vois, tu as un univers qui va être différent pour chacun, et pourtant on emploie ces termes, de façon, complètement interchangeable, et on se dit tous qu'on parle de la même personne, mais finalement, j'ai l'impression qu'on parle souvent de personnes différentes, et ça fait vraiment une grosse confusion parce que, on va se dire: mais alors, s'il a pas un QI élevé, alors il l'est pas, et si, s'il a pas fait d'études supérieures, alors il l'est pas». Mais en même temps, je vois des gens qui ont fait des études supérieures ou qui ont un QI très élevé, je les trouve, complètement nuls, en fait. Je trouve qu'ils manquent de profondeur, ils ont pas. On s'est tous dit ça à un moment, et à se dire: «Mais en fait, est-ce qu'il l'est vraiment? Est-ce qu'ils se sont pas trompés sur le test de QI? Est-ce que ta 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 ta?» Et pourquoi on se pose ces questions? Parce qu'en fait, c'est un gros gloubi-boulga, de termes, et
on sait tous, on a tous cette intuition que ça parle du domaine de la pensée, de la cognition, qu'il y a un truc en plus évidemment, dans ce domaine-là, mais jusqu'à présent, je trouve que c'est important les mots, et ce qu'on met derrière les mots, et jusqu'à présent, bah, tous ces termes, ils nous perdent un peu, avec leur imaginaire chacun commun. Donc, j'ai proposé il y a quelques années, le terme philo-cognitif, parce que je trouve que ça englobe tout. Parce qu'avec philo-cognitif, on a philo, aimer, investir massivement quelque chose, cognition, la pensée, la connaissance. Donc un philo cognitif, c'est simplement, ça regroupe tout. Quelqu'un qui a une forte appétence pour la connaissance, pour le monde de la connaissance. Est-ce que ça veut dire que, qu'il est meilleur, dans sa façon de penser, dans son raisonnement que d'autres? J'ai dit autrefois que oui, maintenant j'en reviens. Non, d'abord un philo cognitif, tous les philo cognitifs, ils se retrouvent dans cette idée que ils ont une appétence pour la connaissance. Donc quand ils vont être, rentrés chez eux, le soir peut-être, eh bien, ils vont, comment ils vont se détendre? C'est en faisant un jeu de ce que j'appelle moi la pensée sans penser, c'est-à-dire en faisant, je sais pas, des sudoku, un jeu d'échecs, une pensée qui est stratégique, mais qui n'est pas, qui va pas impliquer, beaucoup de rumination justement parce que ça les apaise, parce qu'ils vont s'exciter par la pensée, mais ils vont aussi, s'apaiser par la pensée et donc par de la pensée un peu qui, de décharge. Donc ils vont faire des sudoku, ils vont, voilà, je te dis faire des jeux d'échecs et cetera ou ils vont se mettre sur TikTok. Moi en ce moment je parle souvent de TikTok parce que je suis assez accro à ce à ce réseau social comme beaucoup de gens je pense. Mais sur mon TikTok, bah, tu vas pas voir de tuto maquillage et cetera. Tu vas voir, un Julien Bobroff, qui est un physicien qui vulgarise la physique. Tu vas voir Yann Toucourt qui est un vulgarisateur de l'histoire. Enfin vulgarisateur non, mais qui nous amène à l'histoire, ou une Athéna Sol qui va te parler de la langue française et cetera. Donc mon TikTok à moi, quand tu vois les pour toi, alors en ce moment je travaille mes boucles. Est-ce que mes boucles sont jolies? J'espère que oui. Donc tu verras un mélange de ça quand même, parce que j'ai étudié comme une bonne philo-cognitive. Je voulais apprendre à mieux mettre en valeur mes boucles, et donc, bah, comme je pense tous les philo-cognitifs, ça c'est vraiment une particularité Mmh. puisqu'on aime le milieu de la pensée. Quand on va investir un sujet, même quand c'est un sujet qui peut paraître futile comme, mettre en avant ses boucles, eh bien, on le creuse vraiment en À profondeur. fond. Donc j'ai Mmh. regardé tous les TikTok possibles. Je suis, allée sur internet. Alors je n'en suis pas allée à acheter des livres sur les boucles, mais j'ai questionné des coiffeurs. J'ai fait le boulot super bien. J'ai passé des heures et des heures. J'espère que franchement vous allez dire en commentaire que mes boucles sont bien. Mais voilà, donc mon TikTok, c'est un mélange de ça et de physique et d'histoire et de philosophie et cetera. Donc voilà, un philo cognitif, c'est ça. C'est d'abord un grand consommateur du monde de la pensée, et c'est quelqu'un qui va, s'éclater, plutôt avec le domaine de la pensée qu'avec, d'autres domaines. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'est pas créatif ou qu'il aime pas sortir, faire un footing ou je sais pas quoi. Mais ça veut dire que sa priorité, c'est la connaissance, c'est apprendre davantage, c'est faire tourner, le vélo de sa pensée. Voilà. Merci pour cette, définition qui est bien concrète et bien complète de la phylocognition. Je vais revenir là-dessus parce qu'effectivement tu m'offres une petite passerelle. Il est évident que quelqu'un qui va, eh bien, pouvoir aller, répondre à ce besoin, de j'ai envie de dire, d'insatisfaction chronique, de sa curiosité sans arrêt et tu le dis bien, c'est-à-dire que ça peut être sur tous les sujets. Ça peut être comme des sujets très intellectuels, comme des sujets, beaucoup plus simples et qui semblent plus futiles, comme, par exemple, les cheveux. C'est-à-dire que lorsqu'on est à fond dans quelque chose, on est vraiment à fond. Mais plus tu vas forcément, te cultiver dans plein de domaines et plus malgré tout quand même, et alors là, tu vas me dire ce que tu en penses, que c'est un de tes sujets de prédilection, on est de plus en plus performant. Il y a une sorte de performance dans de multiples domaines. Moi, je trouve que tous ces termes-là, tu vois? J'ai la sensation que ça relève plutôt d'un malaise, heu, de l'intelligence, de la performance. Aujourd'hui, même les phylocognitifs eux-mêmes, les personnes surdouées elles-mêmes,
n'osent pas dire, et notamment les femmes, qu'elles sont concernées. Parce que de suite, tu vois, moi je dis souvent, mais il y a bien des gens plus grands que d'autres, plus gros que d'autres, plus bronzés que d'autres, on s'en fout. Pourquoi il y aurait pas des gens plus intelligents, plus performants? C'est OK. Et je trouve que nier ça, eh bien, c'est pas bon pour l'excellence justement, parce que tu nies ça, tu te mets des barrières et tu développes pas ton potentiel parce que surtout, oula, faudrait pas que je sois plus intelligent ou plus performant que d'autres. T'en penses quoi, Mais toi? Mais oui, j'ai déjà entendu à l'école enfin quand je recevais des enfants, aujourd'hui je ne consulte plus que par téléphone, donc j'ai moins d'enfants ou alors c'est les parents qui m'appellent en famille avec leurs enfants, ils mettent en haut-parleur, mais j'ai moins d'enfants qu'autrefois. Mais vraiment pendant très longtemps, j'ai reçu des enfants évidemment philo-cognitifs et j'entendais que, à l'école, la maîtresse avait pu dire bon alors après ce qui est retranscrit de ce qu'a Bien dit la sûr. maîtresse, c'est toujours une interprétation, mais elle avait dit: «Mais tu te crois plus intelligent que moi?» Et tu vois, Mmh. dès l'enfance, il y a ce truc-là. En fait, je parle souvent de la France, je suis désolée d'être aussi, aussi impliquée, enfin, en tout cas que ça me touche autant, mais je trouve que c'est tellement dommage en fait que nous, les Français, c'est notre botte secrète, la pensée et c'est vraiment tellement dommage ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc, dans un pays comme le nôtre, j'ai l'impression que c'est à la fois notre force et notre faiblesse parce qu'on veut tous être plus intelligents, même si tu sais que j'appelle pas ça de l'intelligence, mais Mmh. on veut tous être plus philo-cognitifs, pour le dire avec mes termes, que son voisin. Alors que tu as raison, si aujourd'hui quelqu'un te dit: «Bah, moi je suis super sportif». Moi vraiment, le sport c'est mon truc et tout ça, le gars il t'explique ce qu'il fait et tout, tu dis: «Oui, tu es plus sportif que moi», puis tu vas lui demander des conseils. Mais Mmh. tout le monde se sent investi de l'intelligence ou de la Mmh. philocognition. Tout le monde se sent comme étant quelqu'un qui raisonne super bien ou qui est vraiment bon dans la pensée, dans la connaissance et donc quand tu as un philo-cognitif qui a même s'il est pas forcément, je te disais meilleur, alors je viens de sortir un nouveau modèle sur lequel j'ai eu vraiment une illumination, mais parce que ça me taraudait aussi depuis des années, qui parle des 5 niveaux de la Oui, philocognition. Le j'ai vu. premier niveau voilà, donc le 1er niveau, c'est celui-là. Le premier niveau, c'est la consommation d'abord de l'utilisation de la connaissance plus que les autres. Mais évidemment que quand tu consommes plus, déjà rien que par la consommation, tu es un peu au moins un peu meilleur que les autres puisque tu Évidemment. as plus l'habitude de consommer. Comme quelqu'un qui va à la salle de sport, moi je les appelle affectueusement, mes mémères, à la salle de sport. Je vais à la salle de sport très très souvent mais il y a des dames qui sont là, qui sont d'un certain âge et qui viennent tous les jours à la salle de sport. Mais tu vois qu'elles sont pas là en train de faire le truc des «vrais sportifs» entre guillemets, tu sais, de soulever des poids à fond et tout. Elles sont plutôt là, c'est un peu plus social. Elles Mmh. papotent sur le tapis de sport, donc ça veut dire qu'elles sont pas, elles sont vraiment au minimum de la VO2 max comme on dit chez les sportifs. Elles se dépensent pas à fond, mais en tout cas, elles sont là tous les jours. Donc elles consomment du sport quand même, plus souvent que toi et moi. Donc on peut considérer qu'elles sont plus sportives que toi et moi et qu'elles ont peut-être de plus d'automatisme que quelqu'un qui ne fait pas de Mmh. sport. Donc voilà, ça c'est le premier niveau de la philocognition et puis ensuite je dis, ben, qu'il y a un 2e niveau qui peut plutôt axé sur le jugement, le raisonnement où on va être meilleur, un autre où on est davantage philosophe, où on philosophe davantage, donc ça c'est le niveau 3 et puis le niveau 4 où on est da je l'appelle le créateur, donc on va créer avec sa philosophie et le niveau 5 c'est l'éclaireur, celui qui va vraiment révolutionner la pensée et Mmh. qui va donc un philo-cognitif, c'est quelqu'un qui quand même, que ce soit par la quantité ou par la qualité de sa pensée, va quand même être meilleur que les autres dans le domaine de la pensée et ça, tout le monde le refuse. C'est-à-dire que si tu te dis que tu es philo-cognitif, bon, c'est vrai que c'est pas la peine non plus de la ramener tout le temps, mais quand même, tu dis que tu es philo-cognitif, bah, tu donnes une information sur toi qui est intéressante, qui est: «Ben, moi, je consomme beaucoup de pensées, en fait, et Mmh mh. ça, c'est mon truc, donc si tu as besoin de moi, en fait, c'est là qu'il faut, venir me voir». Mais au contraire, on va encore moins venir te voir et on va dire: «Mais non, ta pensée, c'est n'importe quoi, tu y as pensé pendant 20 ans, mais peu importe, en fait, c'est n'importe quoi, moi je pense différemment» et tout le monde se sent autorisé à dire à un philo-cognitif que, sa pensée, elle est pas du tout,
meilleure que la sienne propre parce que, mais qui tu es pour te permettre ça? Et ça n'existe, tu as raison, que dans le domaine de la pensée. Mmh. Quelqu'un qui est très fort émotionnellement, qui va être un super commercial, par exemple, parce qu'il faut être assez empathique pour être un bon commercial. Et ben, il peut te dire: «Moi, je suis un bon commercial, j'arrive à lire l'autre, je sais, exactement comment faire». Le sportif, on l'a dit. Un artisan, qui va te dire: «Ah bah, moi, je suis un hyper bon, te enfin, artisan, technicien, ou mécanicien», par exemple. Il va te le dire et tu vas dire: «Ah ouais, c'est génial, raconte-moi et tout». Mais si tu dis: «Je suis, bah, moi, mon truc, c'est la pensée, je suis très, très bonne pour accumuler de la pensée, j'ai une super bonne mémoire, je peux utiliser mon raisonnement, super bien et tout ça». Mais là, on va dire: «Mais putain, tu te la joues toi, hein, vraiment». Mmh. Et c'est vraiment très triste, en fait, ouais. Je vais faire le lien avec autre chose parce qu'il y a un piège quand même que je retrouve chez beaucoup de philocognitifs et je pense que tu l'as vu également. Les personnes qui s'enferment toujours dans la pensée sur la surpensée souffrent souvent de procrastination. Oui. Alors, d'après toi, est-ce que c'est un vrai sujet ou c'est une fausse excuse, la procrastination chez les philocognitifs? C'est une super question. En fait, je crois que c'est pas le sujet, réellement, que le sujet, c'est le sujet du sens. Mmh. Qu'en fait, quand est-ce qu'on est dans la procrastination? Ou enfin, je vais le dire autrement. Quand tu fais une course, je suppose que comme moi, ça fait très longtemps que tu as pas fait une course, que tu as pas fait la course avec quelqu'un ou la course, Alors si, je la fais tous les jours avec mes enfants, sache-le, hein. Moi, je cours toute la journée avec mes enfants. Je suis très, une très course pour active. savoir qui va arriver le premier. Tu fais ça? Ah Tu fais ça? ouais, 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 et j'ai mon plus grand là qui commence à être beaucoup enfin qui commence à être fort et ça commence à être très difficile, très challengeant. Ah, alors super, bah, donc tu vas pouvoir, valider ça, je l'espère. Quand tu fais une course, bah, je dis ça, mais en fait, il y a même pas besoin qu'il y ait un enjeu comme, être le meilleur, à ce moment-là. Mais quand tu fais une course, quand tu pars, en fait, normalement, c'est un truc, ben, pour le coup, tu valideras pas forcément ça parce que tu t'en seras pas forcément rendu compte, mais, en fait, on a observé le cerveau et surtout le champ, visuel des gens qui font une course. Et en fait, au départ, quand on fait une course, comme Usain Bolt, et ben, on a un champ de vision assez large. Et puis ensuite, plus on Excellent. se rapproche de l'objectif et plus le champ de vision se réduit. Pourquoi? Parce que, on se rapproche donc de cet objectif et moi je l'interpréterais comme on trouve enfin du sens. C'est-à-dire que Mmh. quand on part au départ, plus on est loin de l'objectif et moins ça a de sens pour soi, parce que c'est loin, parce que, voilà, on a un rendez-vous qui est à plus tard et puis on a du boulot à faire aujourd'hui, on a des choses à faire aujourd'hui et Mmh. puis on a des donc tant que ça n'est pas chaud, ça n'a pas de sens, pour soi. Et quand on arrive dans la zone où on arrive vers la fin de la course, alors là, on est super focus et on va être complètement dans son truc, à 100 dans son truc, alors qu'avant on était à 50 voire moins. Ouais, c'est Donc pour ça qu'ils fonctionnent au deadline souvent ces gens-là. exactement, et c'est simplement parce que le cerveau fonctionne comme ça. Je ne crois pas que ce soit particulièrement un truc de philo-cognitif. Mmh. Je crois que en fait, tu poses la question à tout le monde te dit qu'il a des problèmes de procrastination. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans la procrastination parce que on a cette tension permanente de devoir faire, faire, faire et donc on sait plus bien gérer nos priorités parce qu'on est, on est pris par des pièges attentionnels et aussi parce que souvent, et là peut-être que c'est un peu plus les philo-cognitifs, on est en perte de sens. Nous les philo-cognitifs, on a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Quand on perd le sens, on perd la motivation et donc on a des pics de dopamine. On sait que rapidement, si on va prendre un biscuit dans le placard, on sera beaucoup plus, rassasié en dopamine avec si on fait un travail à long terme, qui est dur, comme, justement écrire un livre ou faire quelque chose qui va nous faire mal, qui va, qui mais c'est de la dopamine, pardon, je me perds un petit peu, mais je vais revenir sur mes pattes, je l'espère. Mais c'est de la bonne dopamine, cette dopamine, au long cours. Le truc pour muscler donc sa précrastination, donc Mmh. éviter la procrastination, c'est, de prendre goût à l'effort quel qu'il soit. Mmh, très Donc important. voilà, donc nous les philo-cognitifs, ça va être plutôt un effort, dans le domaine, de la cognition, de la Mmh mh. connaissance, dans le domaine plutôt intellectuel.
Et ce qui est difficile aujourd'hui pour les philocognitifs, je pense, c'est que c'est surtout qu'ils ont aussi perdu ce goût de l'effort. Mmh. Et c'était mon cas autrefois aussi, hein. J'étais, pendant des années, je pense pendant une vingtaine d'années, je ne lisais plus. Quand je dis je lisais plus, c'était je lisais, quand dans mes périodes de je prends pas de vacances, mais dans des périodes plus cool, considérées comme vacances, où j'avais un peu plus, de temps pour en lire, donc c'était terrible. Je lisais soit des articles et en effet des consommés, de livres professionnels, donc qui touchaient la psychologie, les neurosciences et cetera, soit, voilà des livres qui pouvaient être des romans et cetera, mais je lisais, pas plus de 5 à 10 livres par an, tu vois? Et je trouve que c'est triste et je me suis remise à la lecture, grâce aux livres audio. En Ouais. fait, aujourd'hui, je lis entre 1 et 2 livres par semaine, de depuis quelques années, je sais pas combien de temps ça fait maintenant, 5 6 ans, que j'ai découvert les livres audio et ça a complètement changé ma vie. Donc je dirais aux philo-cognitifs, si vous n'arrivez pas comme moi à parce que c'est trop dur, à poser votre attention sur un livre, en le lisant, avec vos yeux, eh bien, lisez-le avec vos oreilles, mais lisez, il faut lire, il faut faire cet effort, et il faut, en plus muscler son cortex singulaire antérieur en faisant un effort d'ailleurs quel qu'il soit. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose et que, vous le faites quand même, et ben, vous musclez votre singulaire antérieur et en plus vous prolongez votre vie, donc et votre vie en bonne santé, donc c'est meilleur et toute votre cognition en sera meilleure. Plus vous prenez, goût à l'effort, à vous dire: «J'ai pas envie», moi la salle de sport, j'y vais presque tous les jours, et bien, les jours où j'ai vraiment pas envie, et ça me je crois que c'est presque tous les jours aussi, et bien, je me dis: «Allez, tu vas muscler ton cortex singulaire antérieur, vas-y», et j'y vais, et au moment où j'y vais, évidemment que j'ai une meilleure libération de la dopamine parce que c'est une dopamine dans l'effort. C'est pas une dopamine dans, je le fais parce que ça me fait plaisir. La dopamine plaisir, évidemment qu'elle est chouette, mais quand on accumule de la dopamine plaisir, et ben, on a besoin de toujours plus et on la construit pas sur le long terme. Donc pour la procrastination, tu vois, j'ai mis 3 heures pour répondre à ta question. Mais c'est bien, tu as ouvert plein de tiroirs, pour les philocognitifs qui nous écoutent, ça va être un régal. Bon, bah, super. Ouais, en plus, je ne sais pas fonctionner autrement. J'ai dit ça dans une conférence il y a pas longtemps. Je disais que nous avec mon mari, on est ensemble depuis l'adolescence, donc ça fait, très, très, très longtemps, donc il connaît tous mes rouages et mes méandres, et en fait, j'ai toujours eu, et je pense que beaucoup de philo-cognitifs sont comme ça, cette pensée, justement enfin, qui va de partout, qu'on appelle la pensée analogique ou la pensée en arborescence. En effet, enfin, je pense que beaucoup, même tous, on est comme ça. Et du coup, par souci d'authenticité, je veux toujours tout dire, dire pourquoi ma pensée, elle vient, ce qui me fait penser à ça, qui me fait penser à ça. Je veux que vous sachiez, en fait, je veux que vous sachiez ce qui s'est passé dans mon esprit pour que je dise ça. Et ça fait que je dis tout, en fait. J'ai pas de filtre pour dire ma pensée. Et et parfois c'est chouette parce qu'on connaît ma pensée, mais très souvent je pense que c'est chiant parce qu'on dit: «Bah, vas-y accouche en fait, quand est-ce que tu vas nous dire la fin?» et et donc je vois souvent mon mari, te qui, ou mon fils, ma fille elle est plus cool avec moi avec ça, mais qui sont là en train de dire: «Ouais, et allez, vas-y», puis tu sais, ils mettent la pression comme ça, ils sont: alors? Et?» Voilà, et donc en conférence, ça m'est arrivé, plein de fois, et aujourd'hui j'en joue. Ça pour le coup, j'en joue vraiment. Surtout au début, de rentrer en pleurant parce que, bon certes, je fais jamais du mauvais travail, parce que j'arrive toujours prête, j'arrive toujours en ayant quelque chose à dire, donc je pense que jamais je vais délivrer ce que moi j'appelle de la merde aux gens. Ça, jamais, parce que j'ai quelque chose à dire, à apporter. Mais je considérais quand même que j'avais été nulle parce que, trop digressive, pas voilà, plein de digressions et tout. J'avais pas dit l'essentiel, il y avait pas eu de punchline, et j'avais pas senti dans les yeux des gens que: «Ah, waouh, cet effet, ouais, c'est extraordinaire ce qu'elle a apporté». Et donc plus je me ratatinais, et moins j'étais bonne, tu vois? Et donc je rentrais en pleurant en disant: «Mais c'est pas possible ces digressions, il faut que je fasse quelque chose, je suis trop nulle» et tout ça, et je sais pas si c'est, Montaigne ou
Un jour, c'est une amie qui m'a fait, découvrir cette, montagne qui se vante de ses digressions et qui est, voilà, qui est fière et qui parle de la digression en disant de la développer. Je me suis dit: «Mais bien sûr, mais c'est vrai, en fait, c'est moi la digression». Et ce sera ma patte à moi et puis il y en aura qui m'aimeront pas et qui se diront: «Ah non, c'est trop chiant, vraiment je peux pas» et puis, et donc je l'ai assumé et maintenant, bah, mes digressions, c'est moi aujourd'hui, c'est mon mari qui me dit: «Bon, il y avait encore un peu trop de digressions». Et quand, et maintenant c'est moi qui lui dis: «Bah, je t'emmerde, je fais comme je veux en fait». Il me dit: «Mais tu as raison, mais c'était 9/10, ça pourrait être 10/10 si tu faisais moins de digressions, si tu Il allais te tout de pousse suite à à l'essentiel». l'excellence. Exactement. En Mais, réalité, je dis pas en mais fait. merci pour ce témoignage parce que je pense que ça concerne pas mal de philo-cognitifs. On est tous pas pareils, bien sûr, mais pour ceux que ça concerne, je pense que ça les rassurera de voir que, eh beh, malgré, ton côté digressif, voilà ce que tu en as fait. Tu l'as développé comme un potentiel et du coup, ça m'amène à la dernière question parce que tu as répondu à plein de choses. Si je dois résumer un petit peu, parce Ouais, que moi, pardon. moi, je suis très synthétique. Mais du coup, la j'ai l'impression que, tu vois, j'allais te poser la question, comment un philo cognitif aujourd'hui pourrait développer encore plus son potentiel? Et on a parlé de beaucoup de choses. Donc là, tu viens de nous parler du goût de l'effort. Je pense que ça développe forcément le potentiel parce que ça amène une discipline dans l'effort et donc, comme toute discipline dans l'effort, à un moment donné, on devient de plus en plus performant. Tu as parlé aussi de donner du sens aux choses, ce qui nous permet possiblement de sortir plus facilement de la procrastination, en tout cas même de donner du sens dans la procrastination en fait et d'utiliser sa pensée en se disant: «Mais pourquoi je procrastine? Qu'est-ce qui fait que je procrastine?» et puis d'y aller à fond quoi, voilà. D'oser penser autrement, c'est pour, te paraphraser, dans ton livre. D'oser finalement sortir de la matrice et de se dire: «Mais en fait, je vais oser remettre tout en question tout le temps, en fait et quand bien même, en fait, c'est pas le cas, je vais aller au-delà de ce qu'on me dit de faire et vraiment d'y aller à fond». Donc ça développe le potentiel. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'après toi, qui pourraient aider, les phylocognitifs à assumer aussi leurs capacités, à développer et être plus performants et à oser peut-être aussi, je pense, viser l'excellence? Bah, c'est ça que justement que j'allais répondre. C'est ouais, c'est rigolo parce que c'est ça en fait le truc, c'est de toujours viser l'excellence. Je crois que ça n'est même plus une question d'oser aujourd'hui. Oser oser ça ne s je trouve que ça n'est pas relié à l'excellence. C'est-à-dire que il faut oser dans sa vie, qu'on soit philo-cognitif ou pas d'ailleurs, il faut se lancer, avec sa pensée, il faut se lancer avec son instinct, son intuition, enfin il faut, même pour un philo-cognitif, alors ça voilà, ce serait peut-être un truc. D'abord je parle de l'excellence et ensuite, je parle du flair, ou de l'intuition. Tu l'auras, tu le retiens? Si j'oublie, le flair et puis après je pense que j'aurais répondu à la question. Aujourd'hui, encore plus si on est un philo cognitif, il faut viser l'excellence. On ne peut pas se lancer dans un sujet, quel qu'il soit, avec sa pensée et se dire: «Bah, ça va, j'en connais assez». En fait, si on est un philo cognitif et qu'on ben, toi et moi, on étudie le sujet de la phylocognition. C'est notre quotidien, c'est notre boulot, voilà. On peut pas avoir des connaissances, d'il y a, 20 ans ou d'il y a 10 ans et se dire: «Je connais tout sur mon sujet». Je pense que il faut, être toujours à la page, être toujours, sur son sujet, vouloir toujours être le meilleur, celui qui a toutes les informations. Ce enfin, il y a des moments où j'ai honte, mais en même temps j'ai pas honte, il y a quelques il y a quelques années, je pense que c'était comme, pour une interview pour Le Secret des Performants, donc ça devait être en 2021 et donc tu vois, c'était quand même il y a pas si longtemps et z je dans une interview, une journaliste, me dit: «Ah, bah, ce que vous dites, ça ressemble beaucoup aux travaux de Carol Dweck». Et j'avais jamais entendu parler de Carol Dweck, tu vois? Et donc je m'en suis voulu. Je me suis dit: «Mais c'est en fait, c'est pas possible, tu peux pas parler de performance» et quand je me suis renseignée sur cette, brillante dame,
et ne pas connaître les travaux de Carol Dweck. C'est pas possible. Tu vois, j'ai eu honte quand en plus quand enfin, sur le moment, j'ai pas honte de pas connaître, on peut pas connaître tout non plus en fait, quand tu travailles sur un sujet, bah, il y a des moments où la référence ne sort pas et donc tu peux pas. Bah, j'ai manifestement, j'avais super bien travaillé mon sujet, mais quand même et puis en plus, j'ai vu que, ca enfin, finalement, j'étais très contente puisque Carol Dweck dit, enfin, il y en a pas une qui a copié sur l'autre ou l'autre sur l'une évidemment, mais dit la même chose que moi avec ses mots à elle que j'adore, mais finalement, je j'étais pas hors sérail, tu vois? Mais quand même, là, soit je me dis: «Ben non, moi je suis une sachante et donc bon, bah, voilà, j'ai vu brièvement ce que faisait Carol Dweck et puis voilà». Soit je bûche sur le sujet et donc je suis allée bûcher sur le sujet et donc pour me rassurer moi-même ou me déculpabiliser de ne pas avoir connu, Carol Dweck avant, eh bien, je me suis dit: «Ben, en fait, c'est pas vrai que tu es nulle parce que finalement, le fait que tu aies écrit ton livre, que tu aies été interviewée par une journaliste qui, elle, te donne la référence, c'est grâce à ton boulot. C'est grâce au fait que tu te sois exposée et cetera. Mais quand tu es un philo-cognitif qui travaille sur un sujet juste dans ton coin, qui ne va pas justement rencontrer des journalistes et des gens qui vont te stimuler et te dire: «Bah, tiens, est-ce que tu connais un tel et un tel et un tel?» Et quand tu es sûr de ta connaissance et que le seul boulot que tu fais, c'est une fois que tu penses avoir la connaissance, c'est de donner ton avis en disant: «Non, ça c'est juste, mais ça c'est pas juste» et cetera, et ben, tu fais pas ton boulot de philo-cognitif. Donc un philo-cognitif, c'est quelqu'un qui doit tout le temps viser l'excellence, viser le fait d'être à la page sur son sujet et aujourd'hui, je suis super contente parce que justement, grâce au fait que je suis à la page sur mon sujet, bah, il y a toute une assemblée de jeunes que j'adore, des jeunes tiktokers, instagrammeurs, influenceurs comme on les appelle, qui s'intéressent à ce que je fais et qui viennent, m'apprendre encore des choses, s enfin à leur façon super différente et j'ai un groupe d'amis comme ça qui sont des jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, et qui viennent m'apporter encore quelque chose parce que justement, je suis à la page et que moi aussi je peux leur apporter encore quelque chose. Je suis pas là en posture de sachante, tu vois? C'est pas une posture de sachante, c'est une posture d'excellence, c'est pas la même chose. Mmh. Voilà, ça c'est pour un premier point, viser Mais toujours l'excellence. il y a une humilité dans l'excellence, de se dire en fait, je ne suis jamais assez, exigeante, je ne suis jamais assez aussi performante et je peux toujours m'améliorer en fait. Et C'est donc ça, dans ces cas-là, d'être c'est ouvert à tout quoi. complètement, complètement, tu as raison. Moi j'appellerais ça plutôt de l'insatisfaction que de Mmh. l'humilité. J'aime pas le terme humilité parce que mais c'est parce qu'il est j'aime pas comme il Il est est connoté connoté chez les chez les humanistes, justement. ouais, j'étais sûre, Un peu j'étais sûre. victimaire ou un peu: «Mais non, c'est pas vrai, j'ai pas fait si bien que Ouais, ça, ça c'est non, ça tu c'est vois? la Mais fausse humilité. Moi ça c'est j'appelle ça de l'hypocrisie, tu vois, dans l'humilité. Genre on fait tu raison. semblant que, alors qu'au final on sait que, bah, si ça vaut le coup, qu'on est bien, qu'on a bien fait, qu'on gère bien, il faut le dire. Il y a cette fausse humilité, mais la vraie humilité pour moi, c'est vraiment se dire: «Mais en fait c'est On peut surtout faire mieux. oui, je peux faire mieux et puis c'est surtout peut-être aussi calmer son ego. Tu vois? Un peu maîtriser, réguler son ego. C'est l'ego qui te fait Ouais, croire que tu ouais, penses savoir alors qu'en fait tu ne sais rien et c'est OK de rien savoir en fait. Et ça demande tu une as certaine raison. confiance en soi quand même. En effet, ça demande de la confiance en soi et c'est un travail à faire pour les philo-cognitifs. C'est un gros travail à faire Mmh. parce que, nous, on est trop dans notre tête. Voilà, on est plus des têtes que des corps. Ça a plein de côtés positifs, mais ça a un côté négatif, c'est qu'on n'incarne pas. On n'est pas, on est trop en retrait, on est trop dans le dès que, en fait, notre moyen de défense et d'attaque, c'est la pensée et donc quand on est en défense, et ben, on se retire, parce que se retirer, c'est pour observer le monde, c'est pour rassembler ses idées et cetera. Mais du coup, on n'est plus dans le cœur de l'action, on n'est plus dans le dedans et ça, en effet, incarner, c'est la confiance en soi. Incarner son corps, c'est un pléonasme, mais être dans son corps, s'incarner, c'est de la confiance en soi et en fait, le truc avec les philo-cognitifs, c'est que, ils se mettent à trop rationaliser. Ils ont tendance, encore une fois, quand ils sont pas bien, ils se réfugient dans la pensée. Il y a plein de moments de la vie où la pensée est un handicap.
Et notamment, bah, quand on doit agir, c'est la pensée ou l'action, c'est pas les 2 en fait. Donc on pense avant, quand on, quand on doit préparer un projet, quand on doit faire un apprentissage, même quand c'est un apprentissage dans le sport, on apprend à décomposer un geste dans le sport. Là, on est dans la pensée, on est dans le préfrontal. Mais, une fois qu'on a acquis ces automatismes, il faut laisser, son intuition agir. Et en fait, l'intuition, c'est des statistiques avec les automatismes qu'on aura créés dans son cerveau. Donc on passe, quand on fait un apprentissage, on passe du cortex préfrontal au cortex pariétal. Et à ce moment-là, donc quand on passe au pariétal, on a créé, des automatismes par rapport à cet apprentissage qui fait qu'on n'a plus besoin d'y penser, qu'on n'a plus besoin de revenir au processus justement. Et donc, le moment où on va être le plus efficace, même quand on est un philo-cognitif, c'est quand on a créé des automatismes avec sa pensée. Ce qui me revient, au goût de l'effort, c'est-à-dire qu'il faut Mmh. créer des automatismes avec sa pensée, il faut lire beaucoup, il faut, pour écrire mieux, il faut lire beaucoup, pour penser mieux ou pour proposer mieux, il faut lire, il faut consommer de la pensée, mais autant de la pensée, en surface, avec des TikTok et cetera, que de la pensée profonde et dure et cetera. Il faut développer ça pour pouvoir créer des automatismes de pensée. Il faut travailler son sujet, être prêt, à parler de son sujet. On ne va pas, s'exposer, faire quoi que ce soit tant qu'on n'est pas prêt, mais hem, on ne cherche pas non plus à être prêt à la virgule près. Eh Hem oui. Ça, c'est vraiment important parce que ça peut devenir une excuse en effet. Il faut, maîtriser son sujet, suffisamment aussi pour dire parfois: «Ah bah ça, je sais pas, je vais me renseigner, et je reviens vers toi». Une fois qu'on est prêt, ça veut dire qu'on a créé les bons automatismes dans son cerveau. Dans ce cas-là, on utilise son intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? C'est cette pensée automatique qui squeeze le préfrontal, qui nous arrive comme ça et qui Mmh. nous dit, ben, te tu sens qu'il faut tourner à gauche ou qu'il faut tourner à droite. Tu sens qu'il faut dire oui ou non. Tu sens que la personne, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu le sens, hein. Tu le sens pas parce que il y a pas un truc ésotérique ou ben, enfin, en tout cas, moi, je ne crois pas qu'il y Voilà. ait un truc ésotérique, un petit ange qui vienne te dire qu'il faille faire ceci, cela et plus vous apprendrez, plus vous vous entraînerez à écouter votre intuition et meilleure, elle sera, hein. Au début, peut-être que, vu qu'elle sera un peu vous serez trop dans la rationalisation, dans les ruminations et cetera. Votre intuition sera mauvaise parce que, on vous aura appris l'esprit critique et toutes ces conneries et pardon. Souvent en fait, moi j'ai un automatisme qui dit, l'esprit critique et toutes ces conneries. Parce que je trouve que voilà, que c'est que ça bon, peu importe, je reste sur ma pensée, je vais essayer d'être synthétique. Donc, heu, heu, a apprenez à écouter votre intuition, et ensuite passez de l'intuition à l'instinct, c'est-à-dire agissez, hein. L'instinct, c'est de l'intuition agie. Donc quand vous ne sentez pas quelqu'un, ne restez pas là. Ne vous dites pas: «Ah mais non, c'est parce que en fait, Exactement. il faut que je lui laisse une seconde chance, Mmh. ou c'est peut-être parce que je suis mal lunée» et cetera. Là, vous vous mettez à rationaliser alors que Mmh. votre cerveau vous donne une super information. Vous le sentez pas, vous vous barrez. Mmh. Vous le sentez, vous êtes, vous développez la relation. Vous dites pas: «Ah bah non, ouais, je me suis souvent fait avoir, alors là je le sens bien, mais quand même je me suis tellement fait avoir que ta 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 ta». Non, vous faites pas ça. Donc je crois que vraiment arriver à passer au flair, à l'intuition, c'est une épreuve de confiance. Mais la confiance, ça se travaille, donc on fait des efforts, on travaille ses automatismes et une fois qu'on a travaillé ses automatismes, on a gagné en confiance et on s'entraîne à cette confiance en faisant confiance justement à son intuition et en la passant en instinct et en ne repassant pas par la case intellectualisation, a avant d'agir. Et on boucle la boucle parce que c'est un véritable, outil là que tu nous livres sur, la procrastination aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de rester bloqué comme ça, à un moment donné, au lieu de toujours, et bien rationaliser, rationaliser, on passe pas non plus à l'action. On prend pas de décision et on n'y va pas à fond. Par contre, vraiment, et je peux pas revenir là-dessus, enfin, il faut que je revienne là-dessus, pardon, parce que
le sens critique. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Le sens critique et ses conneries. Non, mais forcément, là, tu m'offres une perche parce que j'ai envie de dire justement, j'ai l'impression dans tes ouvrages, tu pousses à avoir cette sens critique, à sortir des idées reçues. Donc pourquoi, d'après toi, qu'est-ce qui te fait réagir là-dessus? Parce que, pour moi, t sortir des idées reçues, avoir l'esprit ouvert, avoir une flexibilité mentale, c'est de la philosophie. C'est pas du Mmh. sens critique. En fait, Ah oui. heu, normalement, tout être normalement constitué et encore plus les phylocognitifs, on a naturellement un sens critique de se c'est se poser des Ouais. questions. Mais, aujourd'hui, la société nous parle d'esprit critique, Mmh. et d'ailleurs très souvent de ce que je trouve vraiment fou, c'est que pardon, c'est pas joli ça, heu, ce que je trouve vraiment fou et ouais, il faut quand même que je ressemble à quelque chose, c'est que, hem, le l les gens même dont moi j'ai vraiment l'impression qu'ils manquent d'esprit critique disent: «Ah oui, c'est vraiment important l'esprit critique, ayez de l'esprit critique par rapport aux Mmh. choses» et en fait, si tu remarques, tout le monde parle d'esprit critique. C'est-à-dire je me souviens quand c'était la grande période des pro-vax contre les anti-vax, il y avait les 2 équipes de foot là qui se battaient, les unes contre les autres: «Tu es pro, tu es anti, eh non, bah» ils s'écharpaient tous, et heu et 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 des 2 côtés, ils disaient: «C'était rigolo, vous Mmh. manquez non mais tu Vous manques manquez d'esprit». d'esprit des critiques. Ah oui. En fait, c'est l'hypocrisie derrière cette expression qui t'agace, si je comprends bien. Encore Alors une fois. je crois en fait, à ce moment-là, je ne crois pas que ces gens soient hypocrites. Je crois que simplement, ils manquent de lucidité par Mmh. rapport à ce que c'est que l'esprit critique et par rapport à eux-mêmes et c'est aussi parce que notre société les a nourris comme ça. Notre société, c'est nous tous, hein. On a créé ce truc avec l'esprit critique en disant: «Il faut apprendre à voir ce que c'est qu'une bonne information, une fausse information». Mais, pour avoir des gens proches, vraiment très proches de moi dans ma famille, qui ont vraiment ces idées, de: «Il y a un complot mondial et tout ça, nin et des gens que j'adore, hein, quand on parle de l'information, quand on essaye, quand d'autres essayent de décortiquer cette information en disant: «Mais non, tu vois, ça vient pas d'une source, ta 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 ta». Il y a, cette personne-là me dit que je manque d'esprit critique et me dit: «Parce que en fait, tu ne regardes pas les bonnes informations, parce que en fait, c'est moi qui les ai les bonnes Mmh. informations». Donc tout le monde vraiment pense avoir cet esprit critique et moi aussi probablement que je me trompe en pensant Ouais, ouais. avoir ça. Je C'est pense que donc c'est une foutaise parce que, ça va avec, cette idée dont je pense aussi que c'est une foutaise, qui sont les biais cognitifs, de dire, on est, tu dis ça parce que tu es biaisé, que sur le plan cognitif et tu mais on dois l'est lutter tous. les Oui, cognitifs. oui, Mais oui. On a tous ce biais de confirmation d'aller chercher, ce qui va confirmer notre idée de départ, en fait, donc bien sûr et en forcément. fait, nous sommes un biais cognitif ambulant puisque avoir une personnalité, c'est déjà avoir un biais cognitif. Ta Mmh. personnalité, c'est ton biais, tes Totalement. filtres, ta religion, c'est ton biais, ton te toute ta boîte à pensées, c'est un biais cognitif en Mmh, fait. mmh, mmh. Tu vas filtrer l'information en effet, en fonction de comment tu vois le monde. Déjà moi je suis toute petite donc évidemment je vais avoir un biais cognitif Moi réellement, aussi. tu vois? Physiquement, toi aussi. Bah, voilà, moi du haut de mon mètre 55, évidemment que je vais pas voir le monde de la même façon que quelqu'un qui fait 2 mètres. Déjà rien que ça, c'est un biais cognitif. Mmh, mmh. Je vais pas faire des visualisations de la même façon et puis, j'ai un biais cognitif parce que, je sais pas, des origines juives et italiennes et donc forcément, bah, je vais être sensibilisée à certains sujets et cetera. Tu vois? Tout va faire que j'ai un biais cognitif parce que je suis une femme, Mmh, et que mmh. donc ben, ça à certains moments, j'aurais plus tendance à dire: «Bah, oui, mais les femmes, nous, on est plus, non, on est Oui, plus oui, je maltraitées comprends. parce que» et cetera. Donc c'est pour ça que je dis, on ne peut pas être un phylocognitif digne de ce nom, à mon sens, si on détermine qu'il y a un bien et un mal et que si quelqu'un a une pensée différente, alors, il est du côté du mal. Ça, c'est pas phylocognitif ou en tout cas, c'est pas phylocognitif épanoui. Si tu es Bon. un phylocognitif épanoui, tu t'ouvres au monde de la pensée et jamais tu ne rejettes la pensée de quelqu'un, sauf au bout d'un moment, si la personne t'a présenté tous ses arguments
et que tu vois que les arguments tiennent pas debout, que vraiment ça te paraît complètement mais, à l'ouest et tout ça, pas alors tu dis: «Bon, c'est bon, tu es un con et je m'en vais». Là, tu peux dire tu fais partie du côté du mal. Pour moi, tous ces gens qui vont pointer comme ça, je trouve qu'ils font partie du côté du mal parce que, justement, ils ne présentent pas d'arguments ou alors ces arguments leurs arguments me semblent ne pas tenir la route. Donc j'ai déterminé qu'ils étaient le mal. Ça, oui, mais après y avoir pensé ou après avoir discuté avec tous ces gens, mais pas avant. Avant, tu dis pas: «Non, c'est mal», c'est si, voilà, si on te dit: Moi, je suis pour la peine de mort», tu t'offenses pas, tu dis: «Ah OK, ah tu es pour la peine de mort, pourquoi? Et c'est quoi le truc derrière?» Et souvent, tu Ouais. verras qu'il y a des arguments et tu diras: «Ben, OK, je vais y penser», alors, ben, moi, je peux, enfin, il y a des gens avec qui j'ai discuté, ça me s franchement, ça m'a convaincue. Je me suis dit: «Bah, en fait, je peux pas dire que je suis on peut être pour ou contre la peine de mort en soi». En fait, maintenant, je dirais, bah, je suis pour la peine de mort dans telle circonstance et contre la peine de mort dans telle autre Mmh circonstance. mh. Voilà. C'est exactement ce que ton dernier livre a eu l'effet, ça a été cet effet sur moi, de me dire: «Ah OK, j'avais en fait, des idées, je pensais arrêter et en fait ça m'a ouvert l'esprit» et on va finir Ouais. là-dessus, et j'encourage du coup toutes les personnes qui ont écouté cet épisode à peut-être et je les challenge même, à le réécouter dans quelques mois. Parce que je trouve qu'une première écoute n'est pas la même qu'une autre écoute et surtout à quelques mois d'intervalle. Je pense parfois que tes ouvrages justement méritent une deuxième, une troisième lecture quelques mois après. Parce qu'une première fois, ça va planter des graines. À nous de voir celles qu'on va arroser, celles qui vont pousser et ce qui va être intéressant avec une deuxième écoute, c'est de se rendre compte que: «Ah ben oui, en fait, un champ des possibles» et le champ des possibles, c'est quand même ça, je trouve tout épanouissement de philo cognitif, c'est justement encore une fois de se laisser la possibilité de penser autrement. Donc, franchement un grand merci Fanny, parce que je pense que tu remues les choses, que ça doit pas être facile parfois, de remuer les choses parce que, bah, comme tu disais, tu te prends beaucoup de virulence, juste parce qu'en fait, tu mets les pieds là où personne ne veut les mettre. Donc, merci de le faire parce que, bah, il faut remercier les personnes qui justement osent aller où enfin, au début, les premiers qui vont dans des endroits où personne ne va aller, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on ouvre le champ des perspectives. Donc franchement, un grand merci à toi. Merci. Ouais, c'était vraiment, une discussion chouette, chouette. Je suis ravie d'avoir, papoté avec toi et à très bientôt. Et à très bientôt.